belle.fr. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Eh bien, ils sont 130, près de 130 djihadistes à être rapatriés très vite en France et vont revenir, vont être jugés évidemment, probablement emprisonnés. Et il y a eu grosse polémique là-dessus. Christophe Castaner, ce matin, le ministre de l'Intérieur, dit oui, écoutez, on va s'en occuper, ils sont français, on les rapatrie, mais ils seront judiciarisés, comme selon son vocabulaire. D'autres disent, mais enfin, qu'est-ce qu'ils viennent faire là ? Mais surtout, qui sont-ils ? On en a depuis des années, on se pose la question. Et un journaliste a eu l'idée de faire un bouquin passionnant sur, effectivement, ce qu'il a vu et entendu. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite, André Berkoff, on accueille votre invité, Mathieu Delahousse, grand reporter, notamment à l'Obs, spécialiste des affaires judiciaires, qui nous présente son livre « La Chambre des coupables », publié chez Fayard. Alors, Mathieu Delahousse, c'est vrai que, il y a eu effectivement des dizaines d'analyses, d'ouvrages, de films même, puisque il y a eu le film, je ne sais plus comment il s'appelle, vous savez, sur les djihadistes, tout ça. Enfin, il y a eu beaucoup de choses, notamment au Mali, à Tombouctou et ailleurs. Mais vous avez fait vous avez choisi de faire quelque chose, et ça, c'est là où le journalisme, c'est pas du journalisme assis ou du journalisme couché, c'est là où le journalisme prend tout son sens. C'est que vous avez été au cœur de la 17e, 16e. La 16e, oui, c'est la 17e, c'est les journalistes. Et vous avez écouté, effectivement, des procès de gens qui se sont engagés, qui sont allés en Syrie, en Irak ou ailleurs, ou d'autres qui les ont aidés, etc. Et puis vous racontez tout ça. Et c'est vrai que ça fait un portrait à la fois extrêmement glaçant et qui pose vraiment question. Et je crois que ce qui est important, c'est que vous allez au-delà des préjugés, de dire, vous savez, là, d'un côté, les opprimés, c'est les étiquettes. Ah oui, mais il faut les juger avec, effectivement, un certain nombre de causalités, ou d'autres qui disent, non, il faut absolument les éliminer, les oxyre, etc. En dehors de ça, moi, je voudrais savoir, au bout de cette plongée, là, que vous avez eue, est-ce que, franchement, faire revenir 130 djihadistes, qui sont un peu comme les gens que vous avez vus, enfin, je crois qu'il n'y aura pas une différence fondamentale, est-ce que vraiment ça a un sens ? Est-ce qu'il y a, quand on dit français ou pas français, au-delà de l'étiquette, qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux dire, est-ce qu'on peut vraiment rattraper tout cela ? Alors, ça veut dire beaucoup de choses, mais effectivement, je pense que le terrorisme nous a tous transformés, nous a tous éprouvés. Et aujourd'hui, on est face à un dilemme, mais tous, pas seulement les autorités de l'État, pas seulement les ministres, tous ceux qui nous écoutent, tous les citoyens. Ouais. C'est la justice ou la guerre. Faut choisir aujourd'hui. Et du coup, la question, moi, je me la suis posée à moi-même, puisque moi, je suis journaliste judiciaire. Oui. Et effectivement, je pense que sur ce sujet-là, nous sommes tous prisonniers, pris en otage par des idéologies qui nous empêchent d'ouvrir les yeux. Il y a deux solutions, effectivement, qui sont entendues aujourd'hui. C'est effectivement une vision très humaniste, une vision d'une naïveté sans nom qui nous fait dire « Mon Dieu, ces djihadistes sont partis là-bas par accident, pourquoi les juger ? Ils vont revenir parmi nous, aucun problème. » Et je pense que cette option est fausse. Il y a une deuxième option qui consiste à dire, finalement, ces gens-là, ils sont amis avec ceux qui nous ont fait pleurer au Bataclan. Ils veulent tuer... Ils nous ont massacrés au Bataclan. Ils veulent tuer eux-mêmes, peut-être, dans d'autres salles de spectacle. Pourquoi s'encombrer d'une justice avec ces gens-là ? Et pourquoi, puisque c'est une expression qu'on entend et qui n'est pas forcément... c'est pas un scoop, pourquoi ne pas mettre une balle dans la tête de ces gens-là ? Et moi, je pense que les gens qui disent ça ont foncièrement faux et ils sont... Évidemment, ils ont aussi tort que les précédents, mais on ne peut pas accepter ça. Alors, il y a effectivement ce dilemme, la justice ou la guerre. La guerre, c'est facile, La guerre, effectivement, des opérations homo sur le terrain, des opérations d'arrestation arbitraire, et sinon la justice. Et effectivement, la justice, c'est pas facile, mais moi, je pense qu'il faut militer pour que la justice trouve son chemin. Et pour répondre à la question sur les 130, aujourd'hui, cette information doit encore être confirmée. On sait que le Quai d'Orsay travaille de façon très précise avec la DGSE et la DGSI sur ces dossiers-là. Mais effectivement, on sait que là-bas, il y a dans les camps, notamment dans le nord-est syrien, dans des katibas qui sont restés plus ou moins actives, des combattants français avec leurs femmes, avec leurs enfants. Il y avait deux solutions pour cela. C'est soit on les laisse en liberté,
Soit on les laisse face à la main d'une justice qui sont des justices qui ne sont pas reconnues par les instances internationales, soit on les fait revenir en France. Et juste pour terminer sur ce chapitre, moi j'accepte de considérer que ces gens sont des bombes humaines, ce qui est une expression violente. Mais la bombe humaine, où est-ce que vous préférez qu'elle soit aujourd'hui ? Est-ce qu'on la met comme une nitroglycérine supplémentaire dans les mains des États qui sont instables, ou est-ce qu'on les fait revenir dans notre justice française et on leur impose un jugement avec éventuellement des dégâts, avec éventuellement des déceptions que nous aurons. Mais Mathieu Delahousse, la troisième option, où on les élimine. Il y a aussi ça. Vous l'avez évoqué vous-même, mais je voudrais revenir. L'élimination, c'est un point important. C'est un sujet tabou qui est toujours évoqué sur les djihadistes. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'élimination ? Aujourd'hui, l'élimination, elle a été assumée en partie par la France, et la sécurité de la France est à ce prix, c'est d'avoir fait des opérations homo. Elles ont été homo pour homicide. C'est neutralisé, effectivement. Homo pour homicide. Ouais. Elles ont été menées, c'est un journaliste qui s'appelle Vincent Nouzil, qui a fait un livre chez Fayard, qui les a révélées avec, effectivement, François Hollande, puis aujourd'hui Emmanuel Macron qui donne son feu vert. Sur le théâtre extérieur, il y a des gens qui ont été éliminés sans autre forme de procès. C'est le cas de Rachid Kassim, qui est le cerveau des attentats de Saint-Étienne-du-Rouvray, qui est le cerveau d'un attentat qui est révélé dans ce livre, qui était une tentative d'attentat contre le casino de Paris, où il y avait plusieurs centaines de publics qui auraient pu être... C'était un concert également. Et cet homme, il a été droné dans le sud-est syrien sur ordre de l'état-major français par des drones américains. Ça, ce sont des opérations sur le théâtre extérieur, face à des vrais coupables, entre guillemets, sur lesquels il n'y avait pas de doute. Mais l'élimination aujourd'hui de 130 djihadistes qui vont revenir, des milliers de personnes qui sont considérées comme radicalisées sur le sol français, ou alors je ne sais quel chiffre, c'est pas la justice, c'est la guerre. Et ceux qui mettent en avant ce principe-là, c'est de déclencher effectivement une élimination qui apportera forcément une réponse. Donc ceux qui veulent la guerre auront la guerre. Ceux qui veulent la justice peuvent tenter ce pari. Alors, ils peuvent tenter la justice. Mais justement, revenons au cœur de votre livre. Au bout de 2 ans, puisque vous avez pendant 2 ans suivi cela, franchement, et en dehors de tout préjugé, droite, gauche, etc., angélique ou pas angélique, ou effectivement culture de l'excuse, si vous aviez un portrait à tracer, on ne peut pas faire de généralité, chaque individu a ses spécificités, est-ce que ces gens-là sont récupérables ? Pour poser la question brutalement. Je veux dire, les gens que vous avez écoutés, qui étaient effectivement à la barre des accusés. Et je ne parle pas évidemment de la taquilla, je ne parle pas du langage. Bien sûr. Enfin, vous connaissez ça aussi bien que moi. On prend toujours des alibis, on dit mais non, vous voulez pas ça, etc. En votre âme et conscience, comme on dit, non pas accusé de Delahousse, au contraire, témoin de Delahousse, et très bon témoin. Je recommande vraiment votre livre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tous ne sont pas récupérables. Tous ne sont pas récupérables. Mais la question est effectivement de savoir comment on se pose face à eux. Est-ce qu'on se pose effectivement avec un a priori, ou est-ce qu'on se pose avec le seul statut de témoin ? Moi, je veux prêter mes yeux aux lecteurs qui sont pas dans cette salle d'audience. Il y a peu de monde dans ces procès, il y en a plein. C'est effectivement assez long et il faut avoir une vision de détail. Moi, je veux dire aux gens, venez dans ces salles d'audience et regardez. Le premier objet du livre, c'est effectivement d'avoir une prise de conscience de cette menace radicale, menace islamiste, menace terroriste, qui existent. Ce ne sont pas des innocents meurtris qu'on poursuit sans raison. Ce sont des gens qui, effectivement, ont eu des discours radicaux sur les réseaux et qui ont eu des projets d'attentats. C'est pas seulement une conversation au coin du Chicken Planet de Trappes. Ce sont des choses précises et qui ont fait effectivement intellectuellement des tentatives d'attentats, ou alors qui sont partis en Syrie. Mais je veux raconter la réalité de ce qu'est aujourd'hui le djihadisme dans notre société. Le djihadisme dans notre société, c'est le haut du spectre, avec des gens qui, effectivement, ne sont pas récupérables ou pas tout de suite, et ça, tout le monde le sait. Ils prennent 10 ans, ils sont suivis par les DGSI, tout le monde le sait. Mais le djihadisme, et le poison du djihadisme dans notre société aussi, c'est que tout comme le nazisme s'était introduit dans les âmes et dans les parcours individuels des gens dans l'Allemagne des années 30, il y a, et je raconte leurs histoires, des jeunes djihadistes qui se sont radicalisés, qui sont partis en Syrie ou qui ont voulu faire des projets d'attentats pour des contingences qui ne sont même pas la radicalisation extrême. Moi, ce qui me frappe, c'est de voir des jeunes femmes qui tombent amoureuses. Qu'est-ce qu'on peut dire contre ça ? Des jeunes gens qui veulent se construire un avenir, parce que l'école ne leur propose rien. Et l'amour les endoctrine, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, l'endoctrinement n'est pas uniquement un endoctrinement idéologique, un endoctrinement de haine, c'est parfois simplement des gens qui veulent se trouver leur place. Et nous, notre place à nous, la justice, mais aussi l'école, mais aussi la société, mais aussi les médias, quand ils allument leur radio, c'est de leur dire la place que vous choisissez là n'est pas la bonne, l'idéologie de mort que vous avez n'est pas la bonne, et il faut que vous ayez ce cadre-là. Mais on ne peut pas dire de la même façon
d'un homme, comme je l'ai vu avec sa femme, face à la justice dans cette 16e chambre qui dit « Moi, de toute façon, la loi de la République, je ne la respecte pas et je veux la charia », ça, c'est catégorie irrécupérable. Tout le monde le sait, moi je le dis, et ces gens-là sont condamnés à 10 ans, que d'une jeune femme qui, effectivement, à 19 ans, a des problèmes d'éducation, a des problèmes sentimentaux, a évidemment une intelligence qui ne lui permet pas de comprendre qu'elle est ancrée dans le mal et pas dans le bien. Et celle-là, si on ne la rattrape pas, j'allais dire, par les cheveux, parce que c'est quasiment comme ça, tellement elle était partie loin, mais si on ne la rattrape pas, c'est nous qui perdons. Si on ne rattrape pas ces gens-là, c'est nous qui perdons et on prend un risque de fabriquer des bombes humaines alors que c'est des petites grenadettes qui sont tombées par Mais influence. justement, Mathieu Delahousse, vous l'avez suivi, vous en parlez dans votre livre. Est-ce qu'il n'y a pas, il y a deux choses quand même qu'on a constatées un peu partout et vous le constatez aussi, c'est que certaines gens qui ont un parcours de délinquants, etc., on a l'impression que le salafisme, pour ne parler que de lui, mais d'autres, enfin idéologies, leur donne, je dirais, vous allez vous battre pour la gloire, vous allez vous battre pour Dieu, vous allez vous battre pour, vous savez, nous préférons la mort à la vie, vous allez vous battre, je dirais, pour les houris ou les 72 vierges, mais au-delà de ça, vous allez vous battre pour une cause. Et est-ce que ce n'est pas aussi cette alliance absolument mortelle et mortifère entre des activités de délinquants qui se trouvent justifiées justement en disant vous n'allez plus être un délinquant, plus un trafiquant de drogue, tout ça, vous allez vous battre pour une grande cause. Oui, mais vous savez, je pense qu'on perd la bataille si on met comme sujet des phrases le « il », c'est-à-dire que tous sont très différents. Il y a effectivement des catégories d'individus qui sont convaincus que le salafisme doit s'imposer en France, qui sont convaincus que la charia doit s'imposer en France, et qui sont convaincus, pour reprendre leur vocabulaire, qui est un vocabulaire dit souvent avec beaucoup de violence, qu'il faut éliminer tous les koufars, c'est-à-dire ce qu'on appelle les mécréants, et qu'il faut les enlever de la société, et que dans quelques années, nous serons dans un état islamique. Ou les soumettre. Ça, c'est une catégorie qui existe, et c'est une catégorie qui est assumée, et sur laquelle il faut effectivement ouvrir les yeux. Mais de l'autre côté, quand on parle de l'effet d'entraînement des salafistes, des djihadistes, c'est une société criminelle, c'est une société criminelle terroriste. Et toute société criminelle sait très bien se servir des petits points d'accroche pour amener des gens vers elle. Les réseaux de prostitution n'ont jamais dit aux jeunes femmes qu'elles faisaient venir de province ou de traite des blanches, etc., qu'elles seraient prostituées sur un trottoir de Paname de façon absolument ignoble. Souvent, on leur faisait croire qu'elles seraient serveuses dans un bel établissement parisien. Les trafiquants de drogue, c'est exactement la même chose, et on peut multiplier les exemples. Le terrorisme et le salafisme fonctionnent sur les mêmes ressorts. On fait venir des gens en disant « Viens en Syrie, je t'envoie un Snapchat », puisque c'est comme ça que ça se passe, avec « Tu auras une belle maison, on jouera piscine, avec des petits chats, etc. » Et la séduction des jeunes femmes dans le livre est extrêmement frappante, parce que je parle de la prostitution à dessein. C'est que le jeune combattant glorieux se montre sur Facebook en disant « Viens, tu seras ma femme ». Mais en général, le jeune combattant glorieux, par rapport à ses activités militaires sur place, il a une durée de vie assez limitée. La femme, en revanche, elle aura un autre combattant, mais elle n'est pas partie pour plusieurs. Elle aura un autre ou plusieurs combattants. Il y a les chairs à canon et il y a les chairs toujours, comme le dit un prévenu. C'est vrai, mais Mathieu Delahousse, dans ce livre, encore une fois, les témoignages sont absolument fascinant. Est-ce que l'État en fait assez? Justement, vous avez parlé de ce climat, de cet environnement, je dirais, criminel. Est-ce que l'État français aujourd'hui, pour vous, journaliste, en fait assez pour combattre le mal à la racine? L'État, il a été surpris par le phénomène. Il a été surpris, comme nous tous. Il y a 3 ans, de mémoire, il y avait encore moins de 200 dossiers. Maintenant, on doit être à plus de 1200 dossiers. Il a fallu gonfler les effectifs de magistrats. Il a fallu gonfler les effectifs de la DGSI, et il faut maintenant gonfler les effectifs de la pénitentiaire. Mais quand je raconte dans le livre qu'à un moment, je me retrouve à la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis. C'est un endroit où il y a des femmes criminelles, il y a des femmes qui ont fait des trafics de drogue, il y a des femmes qui sont des trafics dans tous les genres, etc. Cette maison d'arrêt, qui est habituée à la délinquance et au crime ordinaire, en 2 ans, le nombre de femmes djihadistes a doublé. Et y compris les surveillantes racontent qu'elles ont été surprises par cet afflux. Donc, encore une fois, ma première démarche, c'est qu'on ne peut pas nier l'existence de ce phénomène. Est-ce que l'État en a fait assez? L'État en a fait assez, oui, parce qu'il a joué son rôle. Et la justice prend à bras le corps, même si effectivement c'est une matière qui lui tombe entre les doigts comme du sable. C'est impossible souvent de juger cette délinquance. Les magistrats eux-mêmes avouent parfois leur impuissance, mais ils sont à leur poste, et ils sont pas à leur poste de combat. Nous sommes pas en guerre. Chacun est à sa place. Ils sont à leur poste de juge. C'est vrai. Dans les Mathieu Delahousse, pour prendre un exemple précis, on avait dit qu'on allait fermer une 150 mosquées ouvertement salafistes qui prêchaient, comme vous le savez, des discours de haine et à l'égard des koufars etc. Or, 2 ou
ou 3, je crois, ou 5 maximum ont été fermés. C'est pour ça que je demandais, est-ce que l'État fait son boulot? Alors moi, l'État fait beaucoup de choses. Et cet exemple-là auquel je répondais pas, parce que j'avais pas pensé effectivement à ça tout de suite, c'est que il y a plusieurs volets. Il y a le volet de l'administration sur les prêcheurs de haine qui sont poursuivis par le ministère de l'Intérieur selon plusieurs volets. Mais il faut quand même souligner que des expulsions, il y en a. On n'en parle pas tous. Dans le chapitre 3 de mon livre, je raconte l'histoire d'un jeune Marocain qui est condamné à une très faible peine, qui va repasser à l'action. Il se trouve que ses 2 frères ont été expulsés. Personne n'en a fait les grands titres. On ne sait même pas qui c'est dans le grand public, mais ils ont été expulsés par mesure administrative vers leur pays d'origine sans qu'on en parle beaucoup. Donc l'État fait ce qu'il faut, et l'État fait aussi ce qu'il faut en prenant en charge de façon finalement individuelle tous ces apprentis terroristes ou terroristes en devenir, pour qu'on n'aille pas trop loin. Dans les quartiers de Fleury-Mérogis, dans les quartiers de Fresnes, dans les quartiers même à côté de Toulouse ou à Lyon-Corbas, etc., les prisons aujourd'hui ont toutes des quartiers avec ce qu'on appelle les TIS, les terroristes islamiques, et l'État fait tout ce qu'il faut pour les prendre en charge. La réalité, c'est, selon l'expression des ministres successifs, c'est le trou dans la raquette. C'est aujourd'hui à quel point il faut rajouter des choses, et les expulsions d'imams intégristes peuvent en faire partie, tout comme ceux de jeunes terroristes. Ce qui est quand même très préoccupant, et vous le dites vous-même, c'est la multiplication. Vous avez donné des chiffres quand même, c'est assez hallucinant quand même, cette espèce de flambée. Alors je ne dis pas que c'est pas maîtrisable, vous dites que c'est maîtrisable, et je l'espère maîtriser, on ne peut que le souhaiter. Le problème, si vous voulez, c'est effectivement où on met le curseur. Je veux dire, où on met le curseur, parce que vous dites vous-même, il s'agit ni d'être angélique, ni d'être répressif, ni d'être en disant on va tous les éliminer, on va pas être tchétchène là, ou russe, mais où on met le curseur. Mais le curseur, c'est que personne ne l'a vu venir, et moi je veux partager dans ce livre le diagnostic sur le fait que le djihadisme soit devenu grand public à un certain moment, notamment par les adolescents et notamment par les réseaux sociaux. Il s'est passé dans l'histoire du terrorisme récent plusieurs phases. Effectivement, on a connu le GIA algérien, évidemment, en France, et on sait les pages d'histoire qui ont suivi. Mais ce qui s'est passé notamment par le biais des réseaux sociaux, notamment par Telegram, par Facebook et par Snapchat, c'est la diffusion d'une idéologie mortifère qui, il y a quelques années, se diffusait uniquement dans certaines sphères. Je raconte dans le livre l'histoire d'un père de famille extrêmement radicalisé qui va emmener ses 2 enfants en Syrie sous le prétexte d'avoir une mission de télécommunication et d'amener un nouveau réseau en Syrie. Ses premiers signes de radicalisation, c'était des cassettes VHS de prêches intégristes qui s'échangeaient. Les 2 enfants, ensuite, auront par Facebook, par tous les réseaux qu'on a créés, des images d'égorgement, des prêches salafistes et une espèce de propagande absolument fabuleuse qui est celle de Daesh, avec des films américains qui ont beaucoup séduit. Et je pense que, pour le coup, l'État, ça ne l'a vu que très tardivement, puisqu'il y a eu une irrigation dans les cours. C'est bien pour ça qu'il faudra rattraper. Mais en attendant, si vous voulez vraiment, lisez ce livre, parce qu'il faut d'abord se tenir au courant. Merci à vous, Mathieu Delahousse. Je rappelle la référence de ce livre, La Chambre des coupables. Vous pouvez vous le procurer en librairie aux éditions Fayard. Tous ceux qui peuvent lire aussi vos reportages peuvent se procurer l'Obs toutes les semaines. Écoutez dans vos kiosques. Merci à vous. Merci. Et merci à vous également, André Berkoff. On vous retrouve demain à midi en direct dans tous vos états sur Sud Radio. Et puis on peut réécouter votre émission en podcast sur sudradio.fr. À suivre, les amis, la journée continue sur Sud Radio puisque Jacques Pessis reçoit Romane Boringer. Excellente journée à vous.